Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'embarque pour un voyage franchement fascinant aux confins absolus de l'informatique et des mathématiques. Imaginez un peu, on fonce à toute vitesse sur l'autoroute de la logique pure et bam, on percute un mur complètement invisible. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Ces fameux seuils critiques où toutes nos intuitions les plus basiques s'effondrent totalement. Et attention, on ne parle pas ici de puissance de processeur, mais des limites absolues du savoir que l'on peut mécaniser. Au programme de notre exploration aujourd'hui, 1. Qu'est-ce que le calcul réellement? 2. La fameuse limite de l'indécidable. 3. Comment décrire l'information? 4. Le vrai sens de l'aléatoire. Et pour finir, le point 5, Chaitin, Oméga et l'irréductible. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie. Qu'est-ce que le calcul réellement? Bon, remettons d'abord les choses dans leur contexte. Avant Alan Turing, l'idée de suivre une recette ou une sorte de méthode mécanique pour résoudre des problèmes mathématiques, c'était, disons, assez vague. Et là, la machine de Turing fait son apparition. C'est une percée littéralement monumentale dans l'abstraction absolue. Le but de Turing n'était pas du tout de fabriquer un ordinateur physique avec des câbles et du métal, non. L'idée, c'était d'éliminer absolument tout le superflu pour ne garder que la structure logique pure de ce qu'est un calcul. C'est le modèle universel ultime. D'ailleurs, ça illustre parfaitement l'ADN même de l'informatique. Un processus de calcul, n'importe lequel, ça se décompose toujours selon ses étapes clés. On a une mémoire symbolique, un alphabet fini, un nombre fini d'états, des règles de transition et bien sûr une exécution étape par étape. Ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que toute chose qu'on veut formaliser doit impérativement pouvoir être codée de cette manière symbolique. C'est tout bonnement la fondation de tout notre monde numérique. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, la limite, l'indécidable. Maintenant qu'on a bien défini cette fameuse machine mathématique, on va regarder de plus près ce qu'elle ne peut absolument pas faire. On a souvent un biais, on a cette intuition naïve de se dire que si une question est strictement exacte et parfaitement bien formulée, eh bien, il doit forcément exister un algorithme infaillible pour la résoudre, pas vrai? Eh bien, pas du tout. La réponse courte et sans appel, c'est non. Cette belle intuition s'effondre totalement face à ce qu'on appelle le problème de l'arrêt de Turing. Et c'est un moment charnière parce que c'est le tout premier exemple historique qui prouve de façon catégorique qu'un système logique possède des limites intrinsèques qu'on ne peut absolument pas contourner. Alors, pour bien comprendre pourquoi, il faut qu'on parle de décidabilité. En gros, un problème est dit décidable s'il existe un algorithme capable de toujours trouver la réponse, que ce soit un grand oui ou un grand non, et qui finit par s'arrêter. Sauf que Turing a prouvé mathématiquement qu'un algorithme universel qui serait capable de prédire si n'importe quel autre programme va s'arrêter ou tourner en boucle, eh bien ça ne peut pas exister. S'il existait, on pourrait tout simplement le piéger en créant un programme vicieux qui fait exactement l'inverse de la prédiction. Ça créerait un paradoxe total, insoluble. Et là, c'est hyper important de ne pas tomber dans un piège très classique. Un problème indécidable, ce n'est pas juste un problème qui prendrait trop de temps à calculer ou qui demanderait un supercalculateur titanique. Non, ce n'est pas du tout une limite technologique. C'est une vraie limite logico-formelle stricte. Chercher cet algorithme, c'est littéralement comme chercher une porte de sortie dans une pièce entourée de murs pleins. L'algorithme n'existe tout simplement pas. Passons à présent à la partie 3, décrire l'information. On va complètement changer de point de vue ici. Au lieu de se demander qu'est-ce qui peut être calculé, on va plutôt se poser la question quelle quantité d'informations est-ce qu'on doit fournir pour décrire un objet précis. Et boum, on arrive sur le concept de la complexité de Kolmogorov. C'est un changement de paradigme massif. L'information n'est plus du tout mesurée par sa taille physique, mais par sa compressibilité algorithmique. En clair, on cherche le programme le plus court possible qui soit capable de recréer cette information de A à Z. Prenons un petit exemple super concret. Imaginez une très longue suite de 0 et de 1 qui s'alternent sagement. Cette suite, elle a une complexité algorithmique extrêmement faible. Pourquoi? Parce qu'on peut la résumer par une toute petite règle du genre répète 0,1 1 million de fois. A l'inverse, si on prend une séquence complètement chaotique, sans aucune logique, impossible de la compresser. Pour la décrire à un ordinateur, le programme devra être quasiment aussi long que la séquence en elle-même. Aucune triche possible. Mais il faut vraiment faire une distinction ultra nette pour éviter de tout mélanger. L'entropie de Shannon et la complexité de Kolmogorov, ça ne répond pas du tout à la même question. Shannon s'intéresse plutôt à la surprise moyenne d'une source de message. C'est purement statistique. Kolmogorov, de son côté, s'attaque au caractère vraiment unique et irréductible d'un seul objet spécifique. Pour faire simple, confondre les deux, c'est comme confondre la probabilité qu'il pleuve avec la description ultra précise de chaque goutte d'eau. Ça n'a rien à voir.
Et préparez-vous, parce qu'une autre de nos intuitions va voler en éclats. Même si on arrive à définir mathématiquement cette notion de description minimale avec une précision absolue, il s'avère qu'il n'existe strictement aucun algorithme général capable de calculer exactement cette fameuse complexité. Et pourquoi donc? Parce que si on pouvait le faire, ça voudrait dire qu'on aurait résolu le problème de l'arrêt, et on vient juste de voir que c'était impossible. C'est fou, non? L'existence mathématique d'une chose ne garantit absolument pas qu'on puisse la calculer. Allons un peu plus loin avec notre partie 4, le vrai sens de l'aléatoire. Plongeons tête la première dans le domaine du hasard. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire, l'absence totale de régularité? Il est absolument indispensable de séparer l'aléatoire statistique de l'aléatoire algorithmique. Pensez-y, une séquence générée par un ordinateur peut très bien passer haut la main tous les tests statistiques et sembler complètement chaotique. Mais si on connaît la toute petite graine mathématique qui a servi à la générer, sa complexité algorithmique est en réalité ridicule. Ce n'est qu'une façade, une simple illusion de hasard. Et quand on regarde la réalité combinatoire en face, ça donne un peu le vertige. L'ordre pur, la structure parfaite, c'est mathématiquement une exception rarissime. Puisqu'il y a très très peu de descriptions courtes possibles dans tout l'univers des mathématiques, la grande majorité des séquences ne peuvent tout simplement pas être compressées. Donc l'incompressibilité, ce n'est pas un bug ou une anomalie, c'est la norme absolue. La plupart des choses sont par essence algorithmiquement complexes. Et nous voilà déjà à la partie 5, le grand final, Shaitan, Oméga et l'irréductible. C'est le moment de plonger dans les limites les plus profondes de ce qu'on peut formellement prouver. Je vous présente la constante oméga, une découverte brillante de Grégory Shaitan. Cette constante, c'est ni plus ni moins que la probabilité mathématique exacte qu'un programme, généré de façon purement aléatoire, finisse un jour par s'arrêter de lui-même. La nature de ce nombre oméga est tout simplement ahérissante. C'est un objet mathématique ultra précis, une vraie probabilité, et pourtant on ne peut pas le calculer exactement. C'est dingue. Si on arrivait par miracle à connaître suffisamment de ces décimales, on pourrait résoudre une infinité de mystères mathématiques d'un seul coup. En fait, oméga agit comme un coffre-fort infini, rempli à ras-bord de vérités indécidables. C'est de l'aléatoire à l'état pur, littéralement forgé dans l'incalculable. Ce qui nous amène à cette idée forte de Shaitan. Un système formel ne peut pas extraire plus de complexité démontrable que ce qui est contenu dans ses propres axiomes et règles. Ça résume parfaitement le poids philosophique de ces découvertes. Dans la droite lignée des théorèmes d'incomplétude de Gödel, ça nous montre qu'un système logique ne peut tout simplement pas prouver une vérité qui est plus complexe que le système lui-même. C'est logique au fond, c'est comme essayer de peser un camion d'une tonne avec une petite balance de cuisine. Notre système axiomatique a une capacité d'information qui est stricte et limitée. Alors attention, il est crucial de bien saisir la nuance. Tout ça ne veut absolument pas dire que les mathématiques sont cassées, chaotiques ou inutiles. Bien au contraire, ça prouve simplement que même dans les domaines les plus purs, les plus rigoureux que le cerveau humain ait pu concevoir, il existe des zones de vérité absolue qui sont incompressibles. Elles sont là, elles existent bel et bien, mais elles échapperont toujours à une formule miracle ou à une équation raccourcie. Ce qui nous laisse avec une question franchement provocatrice pour conclure ce décryptage. Si l'indécidabilité nous prouve que tout n'a pas un algorithme, et si la constante oméga nous montre que certaines vérités résisteront pour toujours à la compression, eh bien notre quête de savoir doit finir par accepter qu'il existe des murs infranchissables. Le monde de la logique mécanisable est absolument immense, fascinant, magnifique même, mais voilà, il n'est pas infini. C'est une pensée assez vertigineuse pour terminer, non ? Je vous laisse méditer là-dessus et on se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes.